Bonjour à tous. Bonjour. On va attendre quelques minutes encore les autres participants. Il faut qu'on se mette ici. Normalement, on commence à 12h45, donc on va sûrement attendre 45, 46 avant de commencer. Que tout le monde puisse se connecter tranquillement. Merci à ceux qui sont déjà là. Merci à tous ceux qui sont présents d'être là à la pause déjeuner. J'espère que vous allez bien. Voilà, 12h45, on va laisser le temps au retardataire d'arriver. On va commencer d'ici une minute ou deux. Bienvenue à tous ceux qui arrivent en ce moment. Donc on va commencer dans quelques secondes. On fait juste 2-3 réglages parce qu'on est dans la même pièce, ce qui est plutôt agréable. On a 2 écrans, on veut pas qu'il y ait trop d'écho dans le son. Ok, bon, on va commencer, puis ça permettra aux autres d'arriver sur le fil. Donc déjà, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. On vous a préparé un beau contenu assez dense qui, j'espère, répondra à vos attentes. Et donc, on va parler de la cartographie des soft skills et plus particulièrement comment cartographier objectivement les soft skills. Donc, peut-être pour commencer, on peut se présenter. Ouais, carrément. Vas-y, Nathan, si tu veux commencer. Mais du coup, moi, Nathan Danet, je suis psychologue et chez Oman, je suis responsable pédagogique, c'est-à-dire que je m'occupe de la construction des programmes collectifs pour accompagner au mieux nos clients sur leurs thématiques et leurs enjeux professionnels du moment. Et du coup, donc moi, je suis Nicolas Bassan, je suis cofondateur de Mind et je suis directeur de la science et de l'innovation.
Et donc, ouais, vous avez 2 psychologues aujourd'hui pour animer ce webinaire. Donc chez Omind, peut-être pour vous dire 2 mots un petit peu sur ce qui nous anime. Donc on met un point d'honneur à transférer le meilleur de la science, de ce qu'on fait, de ce qui est connu dans les laboratoires, pour le quotidien des individus. Et pour faire ça, on développe des expériences gamifiées qui sont inspirées de ce qui se fait en laboratoire. Ces expériences, vu qu'elles sont à la base des tâches scientifiques, elles nous permettent de générer de la data, de la donnée qui permet la prise de conscience. Et grâce à ça, on peut avoir un entraînement personnalisé qui est multiplateforme, comme vous pouvez le voir sur notre joli slide ici. On a travaillé originellement avec des sportifs de haut niveau de chez Red Bull pour développer nos outils, donc des personnes que vous avez sûrement vues dans des vidéos de sport extrême. On a également travaillé avec l'Institut de recherche médicale des armées, par exemple, et plus récemment avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris, où on travaille notamment à la préparation mentale des chirurgiens au bloc opératoire. Donc voilà, on a l'habitude de travailler avec des personnes qui ont des enjeux très, très importants dans des environnements extrêmes, mais on travaille aussi avec des grands groupes, des banques, des retailers, des assurances, des grosses entreprises du conseil. Donc voilà, nos outils fonctionnent bien pour des chirurgiens ou des sportifs de l'extrême, mais aussi pour des managers et des cadres dans des entreprises plus classiques. Pourquoi est-ce qu'on a voulu aborder le sujet aujourd'hui de la mesure objective des soft skills? C'est qu'on est parti d'un constat, et le constat est le suivant, c'est que 74% des investissements RH en moyenne, en termes de formation ou de coaching, tombent à côté. Ils manquent leur cible. Ils manquent leur cible pour plusieurs raisons, mais notamment un manque de précision dans les données qui permettent de décider, qui permettent de cibler justement les sujets ou les contenus et l'intensité des formations et du coaching. Donc aujourd'hui, on veut vous parler de 3 clés qu'on a identifiées, par rapport à nos clients ou autres, qui permettent vraiment d'aller chercher ces soft skills, de bien les cartographier. Et pour ce faire, on va se questionner d'abord sur, quels outils de self assessment pour se développer et pour le développement de ses compétences. Comment les utiliser? Quoi utiliser? Qu'est-ce qui existe? Donc on va voir qu'il y a une façon de bien choisir les éléments. Après, on va s'interroger sur vraiment comment avoir une mesure objective de ces éléments-là pour éviter certains biais notamment. Et on va aller du coup identifier tout ça ensemble. Et enfin, on va vous inviter à aller plus vers qu'est-ce que l'intelligence artificielle nous permet maintenant pour personnaliser, gagner en efficacité et en impact vis-à-vis de ces programmes qu'on peut développer pour nos clients. Donc voilà un peu l'agenda qu'on a aujourd'hui. On espère qu'il vous convient. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs dans le chat si cela vous convient et si vous êtes OK avec tout ça. On poursuit. Du coup, premier thème, quels outils de self-assessment pour le développement? Vous voulez commencer avec un petit questionnaire, donc si vous voulez bien scanner le QR code et répondre au questionnaire qui vous est posé. Donc on va essayer du coup de vous solliciter un maximum aujourd'hui. Ok, donc là je vais lancer le questionnaire. Donc vous voyez, c'est ici, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de flasher le QR code, vous pouvez vous connecter à menti.com en haut, menti.com et utiliser le code 5304 5019. Donc on vous a demandé quel référentiel connaissez-vous? Est-ce que vous avez déjà été évalué par certains référentiels ou vous en utilisez au quotidien? On a choisi 5 référentiels, le DISC, le MBTI, le Big Five, les compétences psychosociales ou le Hogan. Il pourrait y en avoir d'autres, mais c'était juste pour avoir déjà une première idée. Il en existe d'autres. On voit qu'il y a 3 personnes connectées. Donc vous êtes actuellement 12 en ligne. Okay. Si vous voulez vous connecter avec grand plaisir, sinon... On voit que c'est le DISC qui gagne la première place, le MBTI en numéro 2, le Hogan, oula,
le MBTI qui prend... La tête. Non, qui essaye de challenger le Ok, disque, mais le voilà. disque est toujours premier. Il y a une personne qui a le Big Five. Ok, donc on voit clairement le disque en premier, le MBTI, le Hogan ensuite en numéro 2 et le Big Five en 1. Et les compétences psychosociales qui arrivent bonne dernière. Hop. Alors, ce qui est intéressant quand on parle justement de ces compétences et des inventaires de personnalité, c'est que il faut pouvoir comprendre leur usage pour vraiment identifier leur pertinence dans le quotidien. En effet, de manière générale, les inventaires de personnalité, donc DISC, SOSI, MBTI, ils sont plutôt conçus de façon à explorer des préférences, évaluer des traits de personnalité, de motivation, mais sur une base qui est très autodéclarative. En effet, dans ces questionnaires, on est vraiment beaucoup plus centré sur la façon dont la personne s'auto-positionne. On sait que ces questionnaires-là ne sont pas non plus nécessairement liés à la performance. Notamment parce qu'elle décrit plutôt qu'elle ne prescrit des comportements. On est sur un aspect très descriptif et donc on est sur vraiment quelque chose qui est plutôt un auto-positionnement sur comment la personne se voit. Et elle envisage sa performance en la décrivant, mais sans vraiment la prescrire de manière générale. On sait aussi que ces questionnaires, ils ont pour vocation quand même une certaine stabilité dans le temps, notamment parce qu'ils sont construits sur des bases psychométriques, donc de sensibilité, de fidélité, de fiabilité, qui sont les 3 critères, on va dire, dans les tests psychométriques, et que vis-à-vis de ça, il faut qu'il y ait de la cohérence dans les résultats dans le temps. On va voir que tous les inventaires de personnalité n'ont pas ces qualités-là. Pour autant, c'est quand même leur ambition, et donc du coup, ils ne sont pas nécessairement influencés par le contexte ou l'apprentissage, excepté si vraiment il y a des traumatismes sévères dans le quotidien ou un travail très en profondeur sur soi, mais de manière générale, ils sont censés avoir une certaine stabilité. De plus, ces questionnaires-là, leur construction, elle est quand même axée sur la connaissance de soi, notamment dans les enjeux professionnels dans lesquels ils ont été développés. C'est pour développer la communication, la collaboration, la compréhension de ces dynamiques de motivation, de la façon dont on génère son stress, etc. Et donc, il y a un intérêt à les utiliser. Pour autant, on sait ils sont quand même non évaluatifs. C'est-à-dire que dans ces questionnaires, normalement, on n'indique pas à la personne s'il y a une chose qui est bonne ou mauvaise. On est vraiment sur comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça, dans votre contexte et vis-à-vis du modèle théorique qui est derrière. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que ces modèles des inventaires de personnalité, ils sont souvent au service d'autre chose. Ils sont au service derrière de modèles de compétences. Tu peux passer. Et les modèles de compétences, eux, pour le coup, alors souvent on utilise les deux de façon imbriquée, hein. Les modèles de compétences, ils ont deux dimensions. Ils sont soit construits par les organisations en interne, modèle de compétences de leadership, modèle de manager, soit par des organisations externes. Et eux, pour le coup, une de leurs premières dimensions, c'est le cadre structurant. Souvent, ils définissent les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être attendus sur un poste, les qualités qu'on veut, comment est-ce que ça se matérialise de manière comportementale et concrète et comment est-ce qu'on peut l'observer. On sait aussi qu'ils sont pour le coup ces modèles de compétences très orientés vers la performance puisqu'ils sont reliés à des objectifs, ils sont reliés aux enjeux de l'organisation pour des différents profils de poste, différents individus et que du coup, il y a quand même une recherche de performance et de développement vis-à-vis de ça. Les modèles de compétences, pour le coup, eux, ils permettent de manière générale, alors avec plein de pédagogie, méthodologie, une mesure et une observation. En fait, on va être vraiment focus sur les comportements concrets en situation professionnelle et généralement, on va servir des inventaires de personnalité pour comprendre ces données et ces mesures observables. Mais là, on est vraiment sur un focus sur concrètement que fait l'individu dans ce contexte-là. Ça amène à ma notion suivante, c'est que ces modèles de compétences, ils sont très contextuels. Souvent, ils sont adaptés à un niveau de poste, ils sont adaptés à une fonction spécifique, à une organisation et à des enjeux professionnels liés à ce contexte organisationnel. Et donc, du coup, on va plus avoir ce côté périn dans le temps, puisqu'ils peuvent évoluer, et leur enjeu, justement, c'est de faire évoluer l'individu dans son contexte, et donc qui permettent une montée en compétences, notamment à travers la formation, l'accompagnement, le coaching, etc. Et donc, c'est intéressant de se dire déjà, distinguons ces deux notions, c'est qu'il y a les inventaires de personnalité pour, on va dire, faire un focus, mais il y a aussi les modèles de compétences qui, pour le coup, vont avoir cette pertinence pour évaluer l'individu dans un contexte précis, sur des choses très spécifiques et très mesurables. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui sont intéressées à la performance. Le lien entre personnalité, compétences, motivation et performance.
et qu'on sait aujourd'hui, alors c'est des estimations, mais que la personnalité va pouvoir prédire la performance de 25 à 30% sur un job donné. Les compétences, on parle de soft skills ici, vont pouvoir prédire la performance de 40 à 50% sur un job donné. Et enfin, la motivation, elle va terminer le pourcentage avec 30 à 40% de prédiction de la performance. Donc, ce qu'il y a d'intéressant à comprendre ici, je pense, et à rappeler, c'est ce que disait Nathan, c'est que, étant donné que la personnalité est stable dans le temps, c'est assez utile pour apprendre à se connaître, si vous voulez, mais que si vous voulez vous développer, et c'est souvent dans ce cadre-là qu'on fait des évaluations, les modèles de compétences sont a priori les plus adaptés. En tout cas, nous, c'est notre parti pris chez Omind, c'est de dire, pour le développement, il vaut mieux utiliser des modèles de compétences que des modèles de personnalité. Et donc, on vous a préparé un petit tableau récapitulatif sur ces sujets-là. Juste avant, je vais juste faire un petit passage dans le chat, voir s'il y a des questions. Bah, pour l'instant, il n'y en a pas. N'hésitez pas, hein, si jamais, on va aller toutes les 4-5 slides dans le chat pour faire un petit check-up des questions. Donc, on vous a préparé un tableau récapitulatif des différents modèles entre compétences et personnalité. Alors bien sûr, il en existe plein d'autres, hein, mais on a sélectionné certains critères qui sont importants d'analyser, notamment pour les modèles qui évaluent plutôt la personnalité et les modèles qui évaluent plutôt pour le coup des compétences. Ou des préférences, pour le MBTI, c'est plutôt des préférences, le Big Five, c'est les 5 dimensions et le DISC, ça va être, on va dire une des catégories de comportements associés à un ensemble, soit influence, soit décision, et cetera. Et donc là, vous avez donc le DISC, le MBTI, le Big Five, le Hogan et l'OMS. Là, c'est le modèle des compétences psychosociales. C'est celui que nous, on utilise chez Omind. Donc, il y a un premier sujet qu'on voulait aborder, c'est le sujet du déclaratif versus l'objectif. En fait, la plupart de ces modèles vont être des questionnaires qui sont auto-rapportés, où les personnes répondent à ce qu'elles pensent. Souvent, c'est des réponses qui sont en lien avec leurs propres croyances. Donc, il y a quelque chose qui est plutôt intéressant avec ça, hein. On voit que c'est corrélé à la proportion à adopter certains comportements. Mais parfois, on peut quand même observer des différences entre ce qui est mesuré, ce qui est déclaré avec les questionnaires, et puis ce qui va être mesuré par des mises en situation ou par des jeux. On en reparlera juste après, mais cette différence déclaratif-objectif, pour nous, elle est importante. Typiquement, c'est ce qu'on peut retrouver dans les assessments, vous savez, où des individus sont évalués sur leurs compétences. On utilise souvent des modèles de personnalité pour aider la personne à se comprendre, mais ce qu'on se rend compte parfois, c'est qu'il y a un petit différentiel entre ce qui a été mesuré par l'assesseur dans le contexte et ce qui a été auto-déclaré par l'individu. Ce qui nous amène finalement à cette notion que les modèles de personnalité et les inventaires, généralement, ils ont une dimension un peu universelle. C'est-à-dire que ça va être partagé par la majorité des individus et qu'il y a une sorte de continuité dans le temps de ce qui est déclaré, de ce qui est exprimé. Là où les modèles de compétences, pour le coup, ils sont très contextuels, ils sont très orientés métier, très orientés actions concrètes et spécifiques. Et là où l'évaluation de l'individu va être très liée à l'incarnation qu'il a eue dans l'environnement dans lequel il a été plongé. Ensuite, on l'a cité, mais on le redit ici, hein, le lien à l'apprentissage. Pour les modèles de personnalité, on est plutôt sur de la prise de conscience, et pour les compétences, on est plutôt sur de la progression. Et puis après, il y a une dimension en plus, c'est qui nous paraît intéressant, c'est de vérifier dans la littérature scientifique comment ces questionnaires sont utilisés. Et on se rend compte que ceux qui sont plus utilisés, enfin les deux qui sont plus utilisés, il y a le Big Five dans la littérature, c'est celui qu'on retrouve le plus, un peu moins au niveau du MBTI et du DISC, finalement, c'est plus associé au milieu de l'entreprise actuellement, pas trop dans la littérature scientifique. Pour le Hogan, on a plus de publications, et pour le coup, l'Organisation mondiale de la santé, étant donné que ça a été vraiment véhiculé, le modèle a été très partagé dans la littérature scientifique, ce qui amène cette notion de, pour donner des bonnes informations, sur quelles données est-ce qu'on va se fier. Ça ne veut pas dire qu'il y a une vérité qui est plus intéressante ou importante que l'autre. En tout cas, il y a cette dimension de que dit la science et que disent les chercheurs vis-à-vis de ces modèles-là qui nous intéressent. Je trouve que le petit sondage qu'on a fait en intro, il est assez parlant, parce qu'on voit que il y a une différence d'usage dans l'entreprise et dans les laboratoires, où les modèles qui sont les plus utilisés en laboratoire sont finalement ceux qui sont les moins utilisés en entreprise. Tout à fait.
et inversement. Donc là, ce qu'on voulait vous proposer, c'est vous expliquer un petit peu comment on peut, utiliser un modèle de compétences plus en détail. Donc forcément, on va faire un focus sur celui de l'Organisation mondiale de la santé et vu que personne ne le connaissait ou l'avait utilisé, voilà, ça vous fait un 1er step, un 1er pas, en direction de ce modèle. Donc dans ce modèle-là, ce qui est intéressant, et ce qui nous semble pertinent d'utiliser, c'est du coup d'aller vers vraiment les comportements cibles, opérationnels. Dans ce modèle de compétences-là, on retrouve vraiment des comportements très spécifiques et alors nous, c'est le parti pris qu'on a eu, c'est d'essayer d'aller expliquer ça avec des mécanismes issus des neurosciences cognitives et comportementales et comment est-ce que, ils activent, le comportement. En fait, il y a les compétences mesurables, elles sont entraînables grâce justement à ce qu'on appelle des compétences socles et finalement, bah, pour pratiquer le feedback, on sait que se connecter aux autres, ça va être une ressource, qu'on peut utiliser et notamment aussi celle de réguler ses émotions, son stress et ses émotions et que ça va avoir un impact direct sur la façon de pratiquer le feedback. Et c'est là où du coup, il y a un intérêt à utiliser ces modèles-là, c'est de se dire finalement, le comportement, il est intéressant, il existe dans différents contextes, mais comment est-ce que nos mécaniques et nos mécanismes physiologiques, neurophysiologiques, comportementaux vont être activés par ces ressources-là qu'on a en nous et qu'on sait que ces ressources-là peuvent être développées et on peut progresser dessus. Et bien sûr, il y a des facteurs aussi contextuels qui peuvent avoir un impact, donc ça, on essaye de les mesurer le plus possible. Mais ce qui nous semble intéressant, c'est déjà dans cette première dimension qu'on souhaitait vous apporter sur comment ce self-ACC, c'est d'utiliser des modèles qui soient, à notre sens, des données plus objectives et scientifiques, et d'aller comprendre ce qui sous-tend l'activation du comportement plutôt que la personnalité en elle-même, là où ça va être plutôt stable, finalement, comment se développer avec des leviers qui soient des ressources cognitives et comportementales, et émotionnelles aussi. Ouais, donc ça, c'est un modèle sur lequel on reviendra beaucoup plus en détail, à la fin, du webinaire sur la partie, IA, modèle d'IA. Peut-être pour vous donner de la substance et du concret, les comportements, opérationnels qu'on va aller travailler, ça va être, l'excellence opérationnelle, la résilience, la gestion du stress, l'agilité face au changement, l'innovation, le rapport aux technologies, l'intelligence collective ou encore le leadership. Du coup, ces compétences opérationnelles, elles sont sous-tendues, comme le disait Nathan, par 3 grands domaines de compétences, les compétences émotionnelles, les compétences cognitives et les compétences relationnelles. Et c'est ça qu'on va aller mesurer et qu'on va aller entraîner. Je voulais juste ajouter un petit détail sur la partie OMS. Il faut savoir que le référentiel des compétences psychosociales, aujourd'hui, c'est le référentiel qui a été mis au point, en tout cas qui a été choisi comme modèle de référence au niveau interministériel, notamment au sein des ministères de la santé et de l'éducation, pour promouvoir ces compétences-là, à la fois chez les jeunes, notamment dans les écoles, mais aussi dans le cadre de la santé mentale, etc. On est vraiment dans une démarche de prévention hein, quand on parle de développement de ces compétences-là. Mais il y a aussi, on va dire, un usage au niveau des instances publiques de ce modèle. Voilà pour la première partie. Je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on passe à la deuxième. N'hésitez pas à réagir hein, aussi si vous avez des remarques ou autres. On les prend avec grand plaisir. Comme on n'est pas nombreux dans le chat, ça peut aussi être plus un échange qu'une présentation descendante. Carrément. Mais si pas d'objection, on va poursuivre du coup sur la deuxième partie. Où on voulait aller vraiment vers cette notion qui est comment utiliser des données fiables et précises finalement pour mesurer ces éléments-là et être au plus juste et au plus près aussi de la prédictibilité de ce qu'on veut mesurer. Pour ce faire, on voulait vous proposer d'explorer plusieurs biais. Je pense qu'on n'aura pas le temps, donc on vous les laissera dans la présentation. Mais on voulait vous inviter peut-être à sélectionner parmi un petit sondage qu'on a mis en ligne, qu'on a construit, l'un des biais que vous voudriez explorer. Donc, on a 4 biais à vous proposer. On a le biais de désirabilité sociale. Grosso modo, c'est se présenter sous son meilleur jour. L'effet Barnum, le biais de confirmation et le biais de réactance. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous demander. On a du détail sur l'ensemble de ces biais, mais voilà, on voulait juste vous faire voter sur le biais qui vous semblait, peut-être, le plus intéressant.
OK, Alors, désirabilité désirabilité sociale qui vient sociale, en premier. une personne, on vous laisse une 30 secondes encore pour voter. Ok, bah si c'est votre souhait, on va partir sur la désirabilité sociale alors. La désirabilité sociale, c'est un biais qui est extrêmement intéressant à étudier, notamment parce que il correspond vraiment au fait de se présenter sous son meilleur jour pour correspondre à ce qu'on pense des attendus sur une évaluation. C'est-à-dire que lorsqu'on pose une question à un individu, bah, est-ce que pouvez-nous décrire cette telle ou telle compétence, bah, ça va être de se présenter en fonction de cette compétence et on sait qu'il y a un risque, c'est pour ça qu'il est important d'objectiver les données, c'est de se surévaluer. Aussi bien pour l'assesseur, mais aussi bien pour la personne assessée, pardon, donc pour le candidat qui se fait évaluer, mais également pour la personne qui va être évaluatrice. On sait que comme on est dans l'interaction, quand on ne se connaît pas ou soit on se connaît, il y a toujours un enjeu des enjeux sociaux qui sont derrière. Et donc, ça va être pour l'assesseur de se présenter sous un autre jour plutôt que ce qu'il devrait être normalement. Et donc, du coup, pour déjouer ce biais, on sait qu'il y a vraiment un intérêt à utiliser des évaluations plus objectives. On sait que dans pas mal de modèles, ces biais-là, on essaye de les diminuer au maximum avec des pondérations dans des calculs, etc. Pour autant, il y a aussi des études et des éléments qui ont montré que si une personne voulait vraiment se montrer sous son meilleur jour, elle y arriverait. Et donc la désirabilité sociale, du coup, c'est un biais qui est assez présent, justement. Et du coup, l'introduction de choses très objectives, très factuelles, va permettre de le déjouer, notamment parce qu'il y a cette surévaluation sur certaines compétences. On verra d'ailleurs tout à l'heure, on va vous proposer un petit test vis-à-vis de ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes assujetti à la désirabilité sociale, loin de là. Pour autant, c'est intéressant de le savoir pour éviter de succomber quelque part. On a peut-être un petit peu de temps, donc je vais peut-être faire l'effet Barnum Oui, aussi. carrément. C'est assez intéressant. L'effet Barnum, alors c'est intéressant parce que c'est un peu lié à la désirabilité sociale, mais là où la désirabilité sociale, c'est vraiment vous qui allez répondre dans un questionnaire ce que vous pensez devoir répondre. L'effet Barnum, c'est plutôt l'inverse, c'est d'aller accepter ce qu'on vous dit par rapport à ce que vous avez envie d'être. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on va trouver dans des choses très larges, dans les magazines, dans des tests un peu faciles, où on va vous dire que vous avez envie de plaire aux autres, que vous avez envie d'être performant, que parfois vous êtes anxieux par rapport à ce qu'on peut penser de vous. Enfin, des choses que finalement on peut retrouver chez tout le monde. Et si on l'amène de manière assez générique, en essayant de faire en sorte que ce soit valorisant pour vous, vous allez accepter assez facilement une description. Vous allez penser que ça vous décrit bien. Et finalement, en fait, on pourrait donner la même description à votre voisin. Il dirait également que ça le décrit très très bien. Et donc, ça, c'est intéressant d'essayer de le déjouer en allant vraiment essayer d'être spécifique. Donc, comment est-ce que, quand on va aller regarder les résultats d'un test, on peut vraiment essayer de regarder si ce qu'on vous dit, c'est pertinent, si c'est contextuel, si c'est pas quelque chose d'un petit peu trop générique qui pourrait s'appliquer un peu à tout le monde, quoi. Ce qui est intéressant, surtout sur ce biais-là, c'est que l'étude qu'il a mis en avant, c'est un professeur qui disait qu'il avait créé un questionnaire de personnalité à des étudiants, donc de groupe. Et ce qu'il a fait exactement, c'est qu'il leur a fait passer ce questionnaire. Il leur dit bah, je dois traiter les données et je vous donne vos résultats la semaine prochaine. Et la semaine d'après, il a donné à tout le monde le même texte, avec justement des descriptions plutôt larges dans lesquelles on peut se reconnaître et plutôt valorisantes. On sait qu'il faut qu'il y ait plus de 70% d'éléments positifs, généralement, pour que la personne l'accepte aussi. Et du coup, bah, ça fait que ça construit quelque chose d'un peu contre-productif, c'est que on se reconnaît, on crée une narration autour de soi qui va être très corrélée à ce qui a été écrit. Pour autant, ça reste très vague et pas assez spécifique, pas assez pertinent et pas assez contextuel aussi. Et donc, cet effet, il est intéressant de le déjouer, notamment en évitant trop de texte dans ces éléments-là, pour éviter d'être sur un continuum, un spectre trop large, mais aussi d'être beaucoup plus ciblé dans les observations et de pouvoir dire, par rapport à une population de référence, là, il y a des scores qui sont plutôt bons, là, il y a des scores qui sont bons, donc ça veut dire plutôt supérieur à la moyenne, dans la moyenne ou inférieur, sans avoir de jugement vis-à-vis de ça.
Mais pour autant, pour dire si on veut se développer, faut bien pouvoir identifier les bonnes choses et pas être dans quelque chose de trop généraliste et de trop plaisant quelque part aussi. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie un peu expérientielle pour vous aussi. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie objective-subjective, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont mal s'évaluer. C'est-à-dire qu'avec un questionnaire, avec ce qu'on vient de voir, le biais de confirmation, alors l'effet Barnum, c'est un peu à partir du résultat, mais quand vous allez remplir un questionnaire, vous avez envie d'être qui vous croyez être, quoi. Et en fait, quand on regarde, nous, à partir de nos données chez Omine, on voit qu'il y a des écarts, souvent assez importants, de plus de 20 points sur 100, entre ce que vous pensez de vous versus ce qu'on mesure. Par exemple, quelqu'un qui pense très bien gérer ses émotions, nous, on va mesurer qu'en fait, c'est peut-être pas vraiment le cas. Quelqu'un qui pense arriver à prendre des risques, en fait, c'est pas forcément le cas. Alors, il y a plein de questions, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer des croyances qu'on a. Par exemple, le secteur dans lequel on est. On sait que les gens, par exemple, dans le secteur de la banque, vont avoir tendance à prendre moins de risques que dans d'autres secteurs. Et donc, quelqu'un qui prend beaucoup de risques dans son environnement qui est une banque, en fait, il va pas forcément prendre beaucoup par rapport au reste de la population. Donc, c'est important d'aller vraiment essayer d'évaluer les personnes de manière objective. Et donc, pour ça, il y a une seule solution, comme on dirait en manifestation, c'est la gamification. Pourquoi ? Parce que la gamification, ça va permettre plus d'engagement, ça va permettre plus d'apprentissage et des données objectives. On sait qu'il y a plusieurs études qui montrent ça. Bon, déjà, on sait que tous les mammifères apprennent par le jeu et ancrent leurs connaissances et engramment leurs connaissances plus par le jeu. Et il y a des études, notamment, on vous a mis les références du journal Educational Psychology et de l'Human Resource Management Journal, qui montrent qu'il y a vraiment plus, jusqu'à 40% de rétention de connaissances en plus lorsqu'on passe par de la gamification. Pourquoi ? Parce que justement, on annihile certains leviers et certaines règles sociales dans les apprentissages aussi. On les apprend, on les ancre également, mais on sait que du coup, il y a un peu plus d'engagement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus expérientiel et le jeu permet un feedback immédiat sur nos apprentissages. C'est-à-dire qu'en temps réel, on peut identifier sa performance et l'ajuster, la corriger, etc. Donc, c'est intéressant de se dire que c'est un bon levier pour analyser des données intéressantes. Et on sait que ce type d'expérience-là, elle augmente aussi jusqu'à 25% la performance au travail. Notamment parce qu'il y a des apprentissages marquants, qu'il y a quelque chose qui est engrammé de façon plus expérientielle. Et donc, la réutilisation des compétences va permettre de... Alors, c'est 77% annoncé. Est-ce pour des questionnaires normatifs? Y a-t-il une différence notable pour un questionnaire ipsatif? Oui, c'est une bonne question. Alors peut-être il faut expliquer un petit peu ce qu'est un questionnaire normatif et ce qu'est un questionnaire ipsatif. Alors, quand vous dites questionnaire normatif, j'imagine que vous parlez d'échelle de Likert, c'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un, je sais pas moi, de 1 à 5 ou de 1 à 10. Est-ce que vous avez plutôt l'habitude de prendre telle ou telle décision? Donc c'est vraiment l'idée de dire je réponds de 1 à 5 ou de 1 à 10. Les questionnaires ipsatifs, là, on est plutôt sur un choix forcé. Ouais. Donc, c'est comme le SOSI, par exemple, où on a quatre propositions, il faut sélectionner les 2 qu'on préfère sur les 4, etc. Exactement. Donc, nous, on est plutôt sur des questionnaires normatifs que des questionnaires ipsatifs. Je sais, il faudrait faire le test. Il n'y a pas de raison. En fait, c'est aussi, on sait, ce qu'on voit, c'est que les questionnaires ipsatifs créent plus de surprises dans les débriefings, notamment parce que si la personne, dans ses choix, a sélectionné plusieurs fois la même réponse ou le même en chambre de réponse, il va y avoir des résultats beaucoup plus polarisés. Donc, quelque part, ça, en fait, j'aurais tendance à dire que le chiffre pourrait même augmenter davantage, puisqu'il suffit que, imaginons, sur le SOSI, par exemple, quelqu'un ait sélectionné des traits plutôt en lien avec la dominance, plutôt que, imaginons, la circonspection, et dans les valeurs, ou etc., et que finalement, il y a des scores beaucoup plus extrêmes. Ouais. Donc, je dirais même que ça a peut-être même tendance à être un peu plus polarisé sur des questionnaires ipsatifs si d'aventure on n'a pas de connaissance du questionnaire et qu'on polarise finalement avec des choses qui on a l'impression d'être beaucoup plus en lien avec nous-mêmes, là où une personne peut avoir des traits très spécifiques qu'elle n'aurait pas pu mettre en avant justement parce qu'elle n'aura pas pu se positionner, notamment par la nature du questionnaire de manière générale. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que le questionnaire ipsatif, vu que c'est à choix forcé, ça diminue le biais de désirabilité. Tout à fait. Donc, on a moins la liberté, forcément, vu que c'est à choix forcé, de répondre ce qu'on a envie de répondre. Donc, en ce sens, on pourrait imaginer aussi que
ça peut réduire. Donc, votre question elle est intéressante, ce serait une question à tester, c'est une question de science et il faudrait qu'on puisse l'évaluer. Nous, en fait, on a des questions normatives pour la simple et bonne raison qu'on n'invente pas de questionnaires, on reprend des questionnaires qui ont été publiés dans la littérature. Comme ça, on peut se baser sur des énormes bases de données, sur des modèles théoriques qui sont profonds, sur des études en imagerie, etc. Et donc, ces questionnaires-là, dans la plupart des cas, en psychologie cognitive, c'est des questionnaires qui sont normatifs. D'ailleurs, là, on va pas faire un questionnaire, on va faire un jeu. Ce que je vous propose, c'est de scanner le QR code ici. Je vais le faire aussi, comme ça je m'assure que tout fonctionne bien. Hop. Et on va faire un jeu tous ensemble. Donc, il y a une première question qui va vous être posée. Je vous laisse scanner. Je vous laisse quelques secondes, sortez vos téléphones. Et puis, ensuite, on va pouvoir lancer. Vous pouvez faire un like quand vous êtes là. Yes. Merci aux personnes encore présentes avec nous. C'est que c'est l'heure du déjeuner. Ok, celles qui n'ont pas de téléphone, on fera en même temps sur les slides. Donc la première question qu'on voulait vous poser, c'est selon vous, votre niveau d'empathie ou la capacité à reconnaître les émotions est-il largement en dessous de la moyenne, en dessous de la moyenne, au-dessus de la moyenne ou largement au-dessus de la moyenne? Là, on voit les scores qui arrivent. Je peux peut-être limite partager peut-être cette slide-là, sera plus intéressant. Alors merci de vos retours. Ce qui est intéressant vis-à-vis des résultats que vous évoquez, c'est que c'est ce qu'on retrouve dans la littérature sur ce type de questions. Lorsqu'on demande à des personnes de s'évaluer sur leurs compétences, bon après bien sûr on pourrait questionner l'échelle qu'on a proposée. En tout cas le premier qui avait proposé une échelle de ce type-là, il me semble que c'était Daniel Kahneman dans un de ses questionnaires. On retrouve normalement plus de 80% des personnes qui vont se placer au-dessus de la moyenne ou largement au-dessus de la moyenne. Et donc là, évidemment, on devrait voir plutôt une courbe en cloche avec autant de gens au-dessus, en dessous de la moyenne. Donc là, c'est déclaratif et je vous propose un petit jeu. Alors là, on est vraiment dans le cadre d'un webinar, c'est du fun, hein, on n'est pas en train de faire une évaluation scientifique, mais pour vous, quand même, ça peut vous donner un peu un petit sentiment ou voilà, une petite croquette sur ce qu'on peut faire de manière un peu plus approfondie. Donc là, maintenant, on va essayer de regarder ça comportementalement. Donc, je vais vous présenter des images et vous allez devoir identifier quelle est l'émotion associée au visage qui est présent sur l'image. C'est parti. Ok, donc la bonne réponse était la réponse prudente. On voit qu'il y a la majorité à trouver. Ok. Donc là, on a un petit leaderboard pour mettre un peu de compétition. Et bravo à Ashley, Tom, Johnny, Sébastien et Ted. Ok, deuxième question. Vous êtes ready? C'est parti. Alors, je tiens à dire que sur la première question, j'étais vraiment nul parce que moi qui connaissais la réponse, j'ai réussi à me tromper. Comme quoi, c'est un jeu qui est vraiment pas évident. Préoccupé. Ok, préoccupé. Celle-ci est plus Bravo. facile. Comment évolue le leaderboard? Je pense que Tom est premier, suivi de Ted et de Sébastien. Et enfin, le dernier questionnaire. Enfin, le dernier. Sachant qu'il y en a beaucoup plus dans le questionnaire réel. Là, on fait sur trois petits visages. Ok.
Ça, c'est intéressant. On a vu, il y en avait 2 qui étaient des gens pas d'accord. Ok, bravo à Bravo, Tom. Tom. Tom, tu es quelqu'un de très empathique. Bon, en tout cas, si tu as eu des scores justes sur chacun des visages identifiés. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est aussi de voir par rapport. Alors, évidemment, ça n'a rien de scientifique, mais l'idée, ce serait de vous dire, bah tiens, par rapport à où je me suis situé par rapport aux autres sur la question déclarative, est-ce que je me situe à peu près au même niveau sur ce test-là, qui est un test objectif. Et donc, c'est à peu près la même chose que ce qu'on va aller faire, si vous voulez, en ligne avec nos questionnaires et nos jeux validés. Simplement, sur le jeu validé, il y a 30 essais, il y a 30 images et on a des questionnaires d'empathie qui sont un peu plus fournis que juste une question qui vous demande si vous êtes largement au-dessus ou en dessous de la moyenne. Voilà, vous en avez préparé les slides au cas où. Donc là, en fait, le test que on vient de faire, le petit jeu, on ne l'a pas inventé, c'est un jeu qui a été publié dans la littérature scientifique. Il y a plus de 500 publications scientifiques validantes. En sachant qu'il y a beaucoup plus, il y a plusieurs milliers de publications qui ont été faites et qui utilisent ce test. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, l'année dernière, il y a une publication qui a été faite sur 300 000 personnes dans 57 pays qui utilisent ce test. Et du coup, quand vous venez faire ce test, et vous pouvez vous comparer avec énormément de cultures, énormément de monde. Il y a une certaine objectivité dans les résultats, au-delà de simplement avoir un questionnaire. Et donc, vous pouvez vous amuser à répliquer ça, à reprendre des jeux qui sont largement utilisés dans la littérature sur plein de sujets, comme la prise de risque, la flexibilité, la coopération, la sensibilité, la concentration, la régulation des émotions. Et donc, c'est exactement ce que nous, on allait chercher pour aller mesurer les compétences psychosociales. Et donc, ce qui va être vraiment spécifique et intéressant par rapport à ça, c'est de pouvoir comparer son autopositionnement déclaratif à une mesure, à une valeur objective, pour voir si est-ce qu'on se connaît finalement bien et les curseurs sont au même endroit, ou est-ce qu'il y a un différentiel. À ce moment-là, comment on explique cette différence? Est-ce qu'on peut développer la personne vis-à-vis de cette différence? Est-ce que la personne a envie d'aller vers du développement vis-à-vis de cette différence et aller vers quelque chose de plus questionnant quelque part aussi, qui permet d'avoir un développement aussi fonction de 2 réalités qui coexistent, la façon dont je me vois dans mon environnement et compare à une population la façon dont j'ai été évalué dans cet environnement. À savoir aussi qu'un petit test comportemental comme ça, en fait, il a des bases assez solides en sciences parce que c'est des tests qui sont notamment utilisés en IRM fonctionnel pour aller faire de l'imagerie. Et donc, c'est des tests qui vont aussi servir aux chercheurs à comprendre comment fonctionne la prise de risque dans le cerveau, comment fonctionne la coopération dans le cerveau. Et donc, on sait que c'est des standards pour aller évaluer ces dimensions-là. Voilà, on arrive à la fin de la deuxième partie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, on sait qu'on est déjà à 43, donc on va essayer de prendre 5 minutes pour la dernière partie et de laisser quelques questions, si vous êtes encore OK pour être avec nous jusqu'à la fin et qu'on puisse échanger éventuellement. On a commencé un petit peu en retard, donc on va prendre quelques minutes en plus. Donc là, on voulait vous parler un peu d'IA. Comment est-ce qu'on peut personnaliser des parcours de développement grâce à l'IA? On sait que l'IA, dans beaucoup d'industries, ça va être quelque chose qui est amélioratif, qui permet d'améliorer, par exemple, dans l'imagerie médicale en santé, la précision et l'efficacité de la lecture de radio, par exemple, de plus de 37%. Mais la question, c'est quid du développement des compétences humaines? Alors, ce qu'on sait, c'est que il y a 55% d'économies qui sont réalisées grâce à l'IA dans le champ des compétences humaines. Donc, on revient sur les 74% d'investissements qui tombent à côté, qu'on vous partageait au début. Et en termes de développement des compétences, on sait qu'on arrive à une moyenne de plus 35% de développement pour une compétence en utilisant des programmes personnalisés avec de l'IA, ce qui est clairement une marche qui est assez haute par rapport à ce qu'on voit habituellement dans la recherche. On est plutôt autour de 20-25% de développement des compétences sur des programmes comparables. Habituellement, quand on parle d'IA, on va souvent être avec des modèles qui sont relativement obscurs.
On va vous dire, bah, voilà, notre IAL vous recommande, sur Netflix par exemple, de regarder tel film. Heu, Elle va vous recommander, potentiellement d'écouter telle musique et dans le champ des compétences, on pourrait vous dire: «Notre IAL va vous recommander de développer telle compétence». Le problème que ça a, c'est que vous pouvez perdre les gens et vous pouvez perdre un peu de motivation à vous dire: «Moi, j'ai pas envie qu'un algorithme que je comprends pas me dise, qu'est-ce que je dois développer, qui est-ce que je dois devenir?» Et donc le premier parti pris qu'on a et qu'on voulait vous partager, c'est de choisir des modèles qui sont explicatifs, des modèles qui rendent chaque étape du raisonnement visible et compréhensible. En fait, c'est des modèles qui, au-delà, de simplement vous donner une recommandation, vont être des véritables miroirs de comment vous fonctionnez, pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre quels seraient les chemins, hein, là, quand vous voyez les petits nœuds dans le cerveau, quels seraient les meilleurs chemins à prendre pour aller développer, un point donné, quoi. Et vis-à-vis de ce que tu disais aussi de ces 2 réalités qui coexistent, c'est comment vous expliquez, comment vous développez vis-à-vis de votre réalité déclarative et votre réalité objective. Et finalement, comment trouver le bon chemin pour utiliser vos ressources comme il faut et aller vers l'objectif, sachant que l'idée, c'est pas non plus de remplacer un accompagnement individuel, puisque je sais que parfois c'est ce qui peut faire peur aussi et c'est un peu une crainte qui est évoquée. Là, c'est comment est-ce qu'on combine le meilleur des 2 mondes, des recommandations personnalisées, enrichies, parfois dans certains de nos programmes d'accompagnement avec un humain, avec un vrai coach, un expert, mais pour que les 2 fonctionnent de concert et aillent vers quelque chose qui, soit, vraiment conciliant, entre l'écologie individuelle, les recommandations, du coach et un parcours qui soit assez identifié pour comprendre comment on peut se développer. Et donc, les modèles que nous, on a choisi, d'utiliser, c'est des modèles qui sont inspirés, de réseaux de neurones. C'est des modèles qui sont basés sur ce qu'on appelle en mathématiques la théorie des graphes. Et donc on va vous donner un petit exemple de comment ça peut fonctionner. Donc on commence par identifier un comportement à développer qui est en lien avec, un objectif qui peut être un objectif professionnel. Par exemple, prendre des décisions courageuses dans l'incertitude. Je suis dans une entreprise où il y a pas mal de changements, on me demande de prendre des décisions, mais vu qu'il y a du changement, j'ai un peu du mal, à savoir, si ces décisions, vont avoir un impact positif, négatif. Bref, ça me demande du courage, et pour ce faire, je dois aller développer des compétences qui sont sous-jacentes à ce comportement-là. Donc du coup, on va aller déjà mesurer des compétences socles qui sont impliquées dans la probabilité d'adopter ce comportement. Donc là, ça c'est la science qui nous dit ça, hein. Derrière la prise de décision, dans l'incertitude, on va avoir, bah, évidemment la tolérance à l'incertitude qui est en jeu, la prise de risque et puis la régulation des émotions. Donc c'est intéressant de déjà les mesurer, par exemple grâce au test qu'on vous a montré avant, ces différentes compétences. Hem, Ça c'est une première étape. Vous voyez qu'on peut être plus ou moins en avant. Là, on a l'exemple de quelqu'un qui est, peu tolérant à l'incertitude, par contre qui a plutôt une haute prise de risque et qui sur la régulation émotionnelle est plutôt dans Dans la la moyenne. moyenne. Heu, le truc, c'est que ces compétences, elles sont déjà reliées entre elles, mais qu'elles sont aussi reliées à tout un tas d'autres compétences. Ce réseau, s'auto-influence. On peut même aller plus loin et identifier que toutes ces compétences ensemble, elles forment aussi un graphe, un réseau, avec des liens sous-jacents. Et donc c'est important de prendre en compte, tout ça de manière assez holistique. On ne peut pas aller juste développer, une un comportement comme une verticale. C'est important d'aller identifier pour un individu, comment, ce graphe, évolue et comment il peut avoir un impact sur la prise de décision au final. Quelque part, ça permet d'éviter, les éléments de cause unique, en fait, le biais de cause unique, de trouver qu'une raison qui expliquerait le comportement et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus spécifique et des recommandations personnalisées qui autonomisent aussi la personne dans la façon de se développer parce qu'elle a un chemin qui est tracé pour elle et qui lui est unique quelque part. Et donc du coup, bah, voilà, transition parfaite. Maintenant tu parlais de chemin. En fait, ce qu'on va aller faire, c'est on va essayer d'identifier, le chemin qui est le plus court et le plus efficace pour aller développer la prise de décision dans l'incertitude. Et donc, et bah, grâce à ça, on va pouvoir, définir le meilleur chemin pour arriver à l'objectif. Et donc là, bon, c'est un exemple, hein, qui pour un individu donné, en fonction de ses résultats, va, d'abord commencer par développer la tolérance à l'incertitude, la régulation des émotions, l'autocompassion, l'empathie et la prise de risque. Donc on voit qu'il y a une hyper personnalisation ici, du, développement du comportement, prendre des décisions courageuses dans l'incertitude. Avec un parti pris aussi également, c'est qu'on va toujours, partir des ressources pour que la personne puisse utiliser ces ressources dans d'autres compétences qu'elle pourrait influencer.
vous l'avez vu tout à l'heure, la personne en question avait des scores élevés sur la tolérance à l'incertitude. Plutôt que de dire ça, on laisse de côté, on va regarder tout ce qui dysfonctionne, on va le développer. Non, partons des ressources. Et l'IA va aider l'individu déjà à capitaliser, gagner en confiance sur ce qu'elle sait bien faire, avec un coach, avec quelqu'un qui sera là pour la développer. Et puis, allons vers ces compétences qui sont un peu moins développées, au final, en partant de tout ce qui fonctionne. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous montrer comment on peut ultra personnaliser le développement d'un comportement comme la prise de décision dans l'incertitude, grâce à des réseaux en graphes. Et ça va avoir un énorme impact sur le développement des compétences. Je vous montre des scores qui sont des scores en moyenne, hein. Donc on arrive sur certains individus à des scores qui sont beaucoup plus élevés, mais ça, c'est vraiment des scores en moyenne. On sait que grâce à ça, on va pouvoir augmenter de 42% les comportements opérationnels. Donc ça va être des choses comme le lâcher prise, comme être efficace, arriver à s'organiser, planifier son temps, écouter ses collaborateurs ou ses clients. Et sur les compétences socles, donc sous-jacentes, hein, on a vu l'empathie, la tolérance à l'incertitude, la régulation des émotions. Là, on arrive jusqu'à plus de 35% de développement en seulement 7 heures. Donc en fait, on arrive à une sorte d'efficacité qui permet aussi de maintenir la motivation et l'engagement. On sait que sur ces sujets-là, c'est pas toujours évident. On peut souvent se perdre soi-même en se disant ouais, j'ai envie de développer ma prise de décision, mais alors comment le faire, comment voir que ça fonctionne, c'est pas évident. Et là, on voit qu'avec la personnalisation, on arrive à des niveaux qui sont super intéressants en termes d'impact. Et il y a un deuxième niveau qui est aussi intéressant, c'est pas seulement le sujet, là on a été vraiment sur les sujets, quels sont le type de compétences, quels sont les contenus à développer, mais il y a aussi la profondeur. Donc là, bon, c'est une stat qui peut faire un peu pub, mais ça permet aussi d'illustrer ce propos. Là, vous voyez 3 niveaux qu'on a chez Omind dans nos offres, avec un premier niveau qui est plutôt Ignition sur l'audit et la partie reco, la partie launch qui va commencer à enclencher un coaching avec la mise en place d'un plan de développement, et la partie Ascent qui est vraiment le coaching en lui-même. En fait, souvent, dans une entreprise, dans une organisation, on va mettre toutes les personnes d'un même niveau hiérarchique dans une même formation sur un même sujet. Et en fait, nous, on s'est rendu compte aussi en travaillant pour les organisations que parfois on a des gens qui n'ont juste pas envie d'être là parce que le sujet ne les intéresse pas, ou parce qu'ils n'ont pas besoin ou ils n'ont pas envie de développer leurs compétences en ce moment, ils ont d'autres sujets. Et donc l'IA, elle va nous permettre vraiment une surpersonnalisation à la fois du contenu, mais aussi de la profondeur de l'accompagnement, où là, on peut savoir sur un pool de 100 personnes, qui on peut envoyer un peu plus loin dans un plan de développement des compétences et qui on peut envoyer encore un peu plus loin dans un développement concret des compétences avec plusieurs niveaux de profondeur. Donc le message qu'on voulait vous transmettre avec l'IA, c'est à la fois personnalisé sur le contenu, mais aussi personnalisé dans le niveau de profondeur. Et évidemment, utiliser des IA qui sont explicatives. Sinon, c'est très, très compliqué d'avoir un engagement des individus dans le développement des compétences. Donc quelque part, les 3 clés qu'on voulait vous partager, c'est vraiment, bien sélectionner les modèles de compétences et la façon dont les compétences s'activent. Parce que certains vont préférer les avatars de personnalité pour dire qu'ils activent les comportements et cetera. Dans la littérature, c'est pas trop vérifié, mais en tout cas, bien choisir les modèles et bien savoir comment, le comportement va s'activer vis-à-vis de ça. Une deuxième clé, c'est de bien comprendre les biais sous-jacents pour pouvoir les déjouer et également utiliser pour nous des processus de gamification qui vont permettre un apprentissage expérientiel et augmenter la rétention d'informations et la performance. Et enfin, pour aller vers la partie IA, c'est utiliser des IA explicatives qui vont permettre de créer des parcours personnalisés, adaptés, quelque part aussi un peu autoportants et développants pour l'individu. On pense que c'est vraiment trois éléments qui sont vraiment à mettre en valeur pour développer les compétences de manière générale et cartographier de la bonne façon et objectivement les soft skills pour les développer. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez flasher le QR code. Il y a un tout petit questionnaire qui peut vous donner accès à 2 choses super. La première chose, c'est des mini-parcours où vous pourrez expérimenter quelques-uns des jeux, mais du coup plus en profondeur, comme celui avec les visages là, mais on a d'autres compétences qu'on vous propose d'aller essayer en répondant à ce questionnaire-là. Et la deuxième chose qui est encore plus chouette, c'est si ça vous intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous avec Leila, qui est notre super business développeur. On peut rester quelques minutes, peut-être, si vous avez des questions. Si vous voulez échanger davantage, s'il y a des objections, des éléments à apporter, peut-être des précisions aussi sur ce qu'on a dit ou autre, n'hésitez pas.
On a de la chance, c'est que vous n'êtes pas nombreux et donc du coup, on peut vraiment personnaliser cet échange. Alors, j'ai une première question qui est les compétences socles identifiées ici correspondent au modèle de l'OMS, c'est bien ça? Oui, tout à fait, Steven. C'est bien ça. Complètement. En fait, nous, c'est ce qu'on a appelé les compétences socles, mais on pourrait aussi dire que c'est des ressources émotionnelles, cognitives et sociales qui sont au service de l'activation du comportement dans un contexte. Ouais, c'est intéressant, c'est de se dire, en fait, ça, c'est vraiment des compétences qui sont des compétences sous-jacentes. Si vous entraînez ces compétences-là, jaillir par magie un peu sur plein de comportements possibles. Et donc, si vous ciblez les bonnes compétences, vous allez pouvoir très bien cibler le comportement que vous voulez cibler, mais potentiellement, ça va avoir aussi des bonnes répercussions sur d'autres. Évidemment, si on développe la régulation des émotions, on va pouvoir améliorer sa prise de risque, mais on va aussi améliorer d'autres comportements. Donc, c'est pour ça que l'approche en réseau est super intéressante quand on s'intéresse aux compétences humaines. Et puis, je vais vous partager aussi un petit documentaire d'Arte sur la théorie des graphes qui explique comment on peut... c'est ça, Voyage au pays des maths sur la théorie des graphes, qui peut aussi expliquer comment la théorie des graphes sert à comprendre le fonctionnement du cerveau. Et rassurez-vous, c'est très bien expliqué. Vous pouvez vraiment, il n'y a pas besoin d'être un expert en IA ou autre pour comprendre la théorie des graphes. Ce documentaire est très explicite et vous ne serez pas largué aussi. C'est court, hein, ça dure 20 minutes, je crois même pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions éventuellement, tant que vous êtes encore là? On vous a gardé. Hein. Merci d'être resté un peu plus avec nous. On a apprécié faire cette présentation pour vous. Bien évidemment, Leïla ou nous, sur nos réseaux, on reste joignable si vous avez plus de questions, vous voulez échanger davantage. Et du coup, on vous remercie énormément pour votre présence et on espère continuer d'échanger avec vous ultérieurement. Merci beaucoup, passez une bonne journée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Au revoir. Au revoir.